Un rapide message avant le début de la vidéo pour vous signaler que la chaîne principale a été piratée et qu'elle a été ensuite fermée par YouTube et ça génère beaucoup de problèmes en ce moment. Donc cette revue d'actualité sort un tout petit peu en retard. Je reviendrai pour vous donner de plus amples informations dès que possible. Voilà, bonne vidéo à tous. Bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité et de réflexion. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis à nouveau le générique de la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent les deux chaînes. Je vais donc apporter quelques précisions afin que vous compreniez ce qui se trouve sur l'une et sur l'autre. Plutôt que d'entrer dans des explications un peu compliquées, je vais faire une analogie avec la musique. Imaginez, en fait, que nous vivons dans un monde où la musique a été oubliée. Eh bien, avec ma chaîne principale, je souhaite vous faire découvrir des grands compositeurs, des grandes mélodies, de façon à ce que vous compreniez toute la richesse qui a existé dans nos traditions. Et nous écoutons aussi sur cette chaîne des morceaux de musique qui nous enchantent. L'idée de la chaîne étant d'émerveiller le plus de monde possible et de lui permettre de se souvenir de toute cette richesse que possède son passé. Sur la chaîne secondaire, Amour et Sagesse, qui est celle sur laquelle je vous parle en ce moment, l'idée est un peu différente. Il y a en effet certaines personnes qui, en écoutant ces musiques, se disent « mais moi aussi j'aimerais bien apprendre la musique ». Et c'est ce que je vous propose de faire sur cette chaîne secondaire. Alors là, c'est différent. Sur la chaîne principale, nous écoutons et nous parlons de grands auteurs et nous écoutons leur musique. Sur la chaîne secondaire, nous commençons à voir comment fonctionne la musique. Il existe des gammes, il existe des notes, il existe le solfège pour les comprendre. Et ainsi, petit à petit, nous découvrons des possibilités pour apprendre cette musique et devenir nous-mêmes des musiciens et à notre tour enchanter notre monde. Bien évidemment, cette chaîne ne parlera pas à tout le monde, parce que certaines personnes vont dire « Oh, mais c'est compliqué, tu nous parles de notes de musique, de solfège, de croche, de mi-croche, je comprends rien, ça ne m'intéresse pas, je préfère ta chaîne principale sur laquelle au moins je peux écouter de la musique sans me prendre la tête. » Eh bien, ce n'est pas grave, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas fait pour devenir musicien, et restons bons amis. En revanche, une petite partie d'entre vous ira plus loin et décidera de travailler, de s'entraîner, de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre des morceaux qui au début seront peut-être pas folichons, on va dire, mais qui s'amélioreront au fil du temps. Et puis après bien des années, eh bien certains d'entre nous deviendront de grands compositeurs, de grands musiciens, et ils enchanteront notre monde. Alors là aussi, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais tu nous dis que dans la gamme, il y a 12 notes de musique, mais moi, ce n'est pas vrai. Je connais une personne qui fait de la musique en Chine et elle utilise une gamme qui ne fait que 5 notes, donc tu dis n'importe quoi. » Eh bien, c'est vrai. Il existe différents types de musique de par le monde et je ne prétends pas vous apprendre toutes les musiques. Mais je vous parle de celle qui est le plus en adéquation avec mon histoire, avec mon héritage familial, avec mes traditions, parce que nécessairement j'ai plus d'affinités et de possibilités de vous parler de la musique qui me touche le plus. Mais bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il n'y a qu'une façon de jouer de la musique, et je vous invite chacun à découvrir quel est le chemin le plus adapté pour vous. Voilà, j'espère que ces précisions vous auront permis de mieux comprendre la différence entre la chaîne principale et la chaîne secondaire. Et si cette chaîne ne vous correspond pas, eh bien, comme dirait le corbeau, nous n'en ferons pas un fromage. Pour la première actualité, je voulais vous parler du centenaire de la béatification de Sainte Thérèse de Lisieux qui a eu lieu entre le vendredi 28 et le dimanche 30 avril 2023. Il y a eu des milliers de pèlerins qui sont venus de toute l'Europe et même du monde entier et qui ont fait le déplacement spécialement pour assister aux différentes festivités qui ont été organisées pour cet anniversaire. Il y a eu une procession des reliques de Sainte Thérèse qui a eu lieu le dimanche après-midi et qui a réuni
plus de 1500 personnes. Donc ça a été un très gros succès, les hôtels de la région étaient complets, et cela démontre que Sainte Thérèse est encore dans le cœur de nombreuses personnes de par le monde. Lors de ces festivités, il y a eu des visites guidées, il y a eu des conférences, des expositions qui ont été consacrées à la vie de la petite Thérèse, comme elle était surnommée, et bien évidemment des messes. Et puis pour couronner le tout, il y a eu en soirée un feu d'artifice qui a été tiré depuis l'esplanade de la basilique. Alors j'avais fait une vidéo sur Sainte Thérèse de Lisieux, c'était la première de ma chaîne principale. Alors je vous avoue qu'elle a un peu vieilli si on l'écoute aujourd'hui, c'est pour ça que j'aimerais en refaire une nouvelle pour rendre hommage à la vie de cette sainte. Quelques mots sur elle toutefois, on la surnomme avec affection la petite Thérèse, elle a été canonisée assez rapidement, puisqu'elle a été canonisée le 17 mai 1925 par le pape Pie XI, et durant cette année 2023, il y a eu ces festivités parce qu'elle marque à la fois les 150 ans de sa naissance et aussi les 100 ans de sa béatification. Beaucoup de miracles lui sont attribués qui ne font écho qu'à la vie courte mais très intense et merveilleuse qu'elle a vécue, dans lesquelles elle s'est dédiée complètement à Jésus, à Dieu, à la Vierge Marie. Et si nous en parlons encore aujourd'hui, c'est parce que l'intensité de sa vie a traversé les époques. C'est un exemple magnifique qui doit nous inspirer, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui qu'est-ce qui traverse les époques, est-ce que dans 100 ans, dans 150 ans, on parlera encore de tel footballeur ou de telle star de la télé-réalité? Je n'en suis pas persuadé. En revanche, on parlera, ça c'est certain, toujours de Sainte Thérèse. Pour l'actualité numéro 2, je voulais vous parler de Lourdes, qui continue d'inspirer le cinéma, comme nous le dit un article d'actu.fr. Un nouveau film qui est une comédie anglaise et qui va sortir prochainement, qui va s'appeler The Miracle Club et qui a été tourné en partie à Lourdes. Alors de quoi parle ce film? Il s'agit de l'histoire d'un groupe d'ouvrières de Dublin qui se lancent dans un pèlerinage pour aller jusqu'à Lourdes. Durant leur périple, elles vont découvrir le sens de l'amitié et connaître chacun un miracle personnel. Donc c'est un film anglais qui sortira normalement au mois de juin. Alors au casting, il y a l'air d'avoir des actrices assez prestigieuses comme Maggie Smith, que vous connaissez sûrement parce qu'elle a joué dans de nombreux films, ou Kathy Bates. Le film a l'air intéressant, je vous propose de regarder sa bande-annonce et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. What do you want to be going to Lourdes for anyway? I always wanted to go there. How are you, Chrissy? My mother is dead. I'm in a place I swore I would never come back to. Hi. I wouldn't have recognized you. 40 years would do that to you. I'd say, yeah, mixed. She's gonna help us if we go to Lourdes. Miracles happen there. He could speak. You will. Holy Mary, Mother of God. Welcome to Lourdes. We're ready. I'm not. Why did you leave? Leave? I was banished, Eileen. I loved you, and you left. I'm glad you came home. Can you ever forgive me? You don't come to Lourdes for a miracle, Eileen. You come for the strength to go on when there is no miracle. And there's always hope. Peace. That's what I hope for. Et cette semaine, en guise de réflexion, je ne vais pas continuer le Notre Père, je vais faire une petite pause. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça devienne une routine. Cette prière est trop importante. Donc, nous faisons une petite pause. Mais pour faire écho à la semaine dernière où nous avions parlé de la volonté de Dieu, et notamment des dons que nous possédions et qui pouvaient grandement nous aider à accomplir cette volonté, je voulais vous lire un extrait de Timothée 2,
chapitre 1, verset 6, qui nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à raviver le don que Dieu t'a donné par sa grâce. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais cet esprit nous remplit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Vous voyez que cette phrase fait complètement écho à ce que nous avions abordé la semaine dernière. Alors de quoi allons-nous parler cette semaine en guise de réflexion ? Eh bien de quelque chose qui pourra vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. De quoi s'agit-il ? Avant de vous l'expliquer, il me faut vous parler d'une expérience que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle l'expérience de Milgram. Je vais néanmoins la réexpliquer succinctement si jamais certains d'entre vous ne la connaissent pas. Cette expérience a été publiée en 1963 par un psychologue qui s'appelle Stanley Milgram, d'où son nom d'expérience de Milgram. Comment se déroule-t-elle ? Il y a 3 personnes dans cette expérience. Un élève qui est censé apprendre, un professeur qui est censé l'aider à apprendre, et une 3e figure qui représente l'autorité. En fait, l'élève et l'autorité sont des acteurs qui jouent un rôle, mais celui qui va tenir le rôle de l'enseignant ne le sait pas. On explique à l'enseignant qu'il doit aider l'élève à apprendre une série de mots, et que si l'élève se trompe, à ce moment-là, l'enseignant doit appuyer sur un bouton qui va envoyer une décharge électrique à l'élève. Et la personne représentant l'autorité le regarde en lui demandant de bien appliquer la sentence qui est d'envoyer la décharge électrique. Et durant cette expérience, plus l'élève se trompe, plus la décharge électrique est importante. Et donc notre cobaye qui joue le rôle de l'enseignant, à chaque fois qu'il doit envoyer une décharge électrique, il doit la dire à haute voix en disant « Je vais vous envoyer 15 volts » et il appuie sur le bouton. Alors je le répète, mais évidemment, tout cela est faux. Puisqu'on ne fait qu'étudier le comportement de la personne, il est évident qu'on n'envoie pas vraiment de décharge électrique. Le but est d'étudier pour savoir si la personne va continuer à envoyer des décharges électriques à l'élève. Sachant que l'acteur qui joue le rôle de l'élève, on lui a donné un rôle à tenir et il doit au début simuler la douleur quand les décharges électriques envoyées sont faibles, puis ensuite il doit crier beaucoup plus fort jusqu'à supplier la personne d'arrêter et à la fin tomber complètement dans le coma. Donc évidemment, quand on explique cette expérience, on se dit que toute personne sensée, lorsque le voltage va devenir trop élevé et qu'elle va se rendre compte qu'elle est en train de faire souffrir extrêmement fortement la personne à qui elle est censée enseigner, elle va s'arrêter en disant « Bah non, ce que vous me demandez de faire, c'est horrible ». Eh bien, les résultats de l'expérience de Milgram nous prouvent qu'en fait, un très très fort pourcentage va provoquer la douleur et continuer à provoquer une douleur très intense, et jusqu'à 65% vont aller jusqu'à la mort, puisque on explique, la personne qui joue le rôle de l'élève explique qu'à la prochaine décharge, elle va mourir, et 65% des personnes vont jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'il y a au-dessus d'eux une autorité qui leur dit qu'elles n'auront aucune responsabilité, que ce n'est pas leur faute, mais qu'elles doivent continuer l'expérience et qu'il n'y a aucun problème. Donc c'est complètement fou lorsqu'on se dit ça, de se dire que un individu est capable d'en tuer un autre simplement parce qu'une autorité le lui demande. C'est-à-dire que tout ce qui crée les valeurs d'un individu, qui est de protéger son prochain, de l'aider, de ne pas le faire souffrir, et encore moins de le tuer, eh bien tout cela peut passer à la trappe si une autorité est derrière nous et nous dédouane de ce crime. Alors vous allez dire oui, mais cette expérience a été faite en 1965 et de nos jours les gens sont plus intelligents et cela n'aurait plus eu lieu. Eh bien l'expérience de Milgram a été reproduite à de nombreuses reprises. Et je ne vais vous parler que de celle que moi j'avais vue, qui était passée sur M6, je crois, et qui avait été refaite en 2009, sous la forme d'un jeu télévisé, c'est-à-dire que là,
Dans l'expérience de Milgram d'origine, c'était censé être une expérience scientifique, mais dans la version de 2009, alors je sais plus si c'était France Télévisions ou M6, enfin peu importe, on avait fait croire donc à des personnes qu'elles participaient à un jeu, et la figure représentant l'autorité était en fait l'animateur ou l'animatrice. Eh bien là, nous sommes passés à un taux d'obéissance à plus de 80%. C'est-à-dire que 80% ont décidé de tuer quelqu'un d'autre et de lui faire des souffrances terribles parce qu'une autorité les dédouanait de le faire et leur disait « mais allez-y, faites-le ». Donc vous voyez que l'expérience datant de 2009 en France, ça n'a fait que s'amplifier ce phénomène. Il y a donc un certain pourcentage de la population aujourd'hui qui obéit aveuglément à l'autorité, et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette expérience, c'est pour vous faire prendre conscience de ce fait très important. Parce que parfois, nous discutons avec certains de nos amis, de notre famille, de nos collègues, et certaines personnes sont complètement butées. Alors, on a tendance à dire « mais je vais t'apporter des preuves de ce que je dis » et de leur montrer des expériences qui ont été faites, de donner crédibilité à votre récit parce que vous vous êtes documenté, parce que vous essayez de montrer qu'il y a parfois des manipulations. Seulement, certaines personnes seront complètement hermétiques à votre discours, même si vous lui montriez devant elle-même la vérité absolue de ce que vous dites. Votre interlocuteur ne vous écoutera pas parce que l'autorité a eu raison de lui. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, je vous avoue que j'essayais de montrer des mensonges qui étaient répandus à gauche, à droite, et je me heurtais souvent à des murs, et j'essayais d'aller plus loin, de convaincre les personnes. Et puis je me suis rendu compte, avec cette expérience, en comprenant cette expérience, que certaines personnes étaient formatées. Il y a des gens, ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils regardent la télévision et qu'ils considèrent que ce qui est dit à la télévision est une vérité absolue, parce elle représente pour eux l'autorité à laquelle ils doivent obéir. Eh bien, si vous passez du temps avec ces personnes pour essayer de les convaincre, vous perdez votre temps. Alors ne me comprenez pas mal, ce n'est pas parce que des personnes ont les yeux fermés qu'il ne faut pas discuter avec elles, au contraire. Moi, il y a des gens dans ma famille qui sont extrêmement fermés. Eh bien, quand j'ai compris cela, le temps que je passe avec eux, je vais discuter de choses qu'ils apprécient, de façon à ce que l'on passe un bon moment et que humainement, on vit quelque chose de constructif. Mais je sais qu'il y a certains sujets qu'il n'est pas possible d'aborder. Pourtant, j'ai essayé. Mais dans la façon dont ils sont construits, ils ne pourront pas remettre en cause ce qu'est l'autorité. Et l'autorité, elle se représente sous la forme d'une figure d'autorité. Donc ça peut être, vous voyez, un médecin, un homme politique, un prêtre, un professeur, que sais-je encore. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que beaucoup de publicités utilisent cet argument pour essayer justement de nous manipuler. On va vous parler d'un produit cosmétique, et vous allez voir que celui qui va vous présenter le produit a une belle blouse blanche avec une belle cravate, peut-être même une barbe qui représente un peu son intelligence, et certaines personnes se disent si ce produit est validé par quelqu'un qui est un scientifique qui est de nos jours aussi une figure d'autorité, eh bien on va l'écouter. L'autre jour, je regardais d'ailleurs des vidéos sur YouTube et je tombe sur une publicité qui vendait des croquettes pour chiens, je crois. Et un des arguments de la voix off, c'était « Oui, tout cela est validé par la science ». Donc ça peut faire sourire certains d'entre vous, mais il y a d'autres personnes qui, quand ils iront faire leurs courses pour acheter des croquettes pour leur chien par exemple, au moment où ils verront la marque, ils se diront « Ah, ça c'est validé par la science, donc c'est sérieux ». Parce que validé par la science, ça ne veut rien dire. C'est soit on dit on a fait une expérience scientifique pour montrer que l'aliment était composé de bonnes choses, mais le fait de dire que l'aliment est validé par la science, ça ne veut rien dire, c'est juste un argument marketing. Mais chez beaucoup de personnes, ça a un impact. Alors en résumé, je vous dirais donc qu'il est vain de croire qu'avec une discussion, vous allez pouvoir lutter contre, comme je vous dis, des dizaines d'années de propagande. Donc quand vous voyez que certaines personnes sont fermées, je vous propose tout simplement de ne pas continuer dans ce sens, parce que si elles sont fermées, elles ne souriront pas. Alors autant que le temps passé avec ces personnes soit un temps convivial. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens que je côtoie qui
ont cette attitude extrêmement fermée, et pourtant, quand on se voit, eh bien, on passe de bons moments parce que je sais qu'il y a des sujets que j'évite, parce qu'ils amènent plutôt au conflit, et qu'au final, eh bien, ça n'avance à rien. Si vous avez une personne qui est ouverte et qui écoute vos arguments, et qui veut bien discuter et remettre en cause en disant « ben moi, je pensais parce que je croyais, on m'avait expliqué que ça fonctionnait comme ça, et que vous vous dites bien regarde, là ça fonctionne pas comme ça, la preuve », et que l'autre personne est ouverte, ben là oui, il est très important de discuter et de communiquer. Mais chez d'autres personnes, ce n'est pas possible, parce que chacun reste sur ses positions et il n'y a pas d'échange et de discussion. Donc plutôt que de perdre son temps, autant passer un bon moment, autant développer des relations humaines sur d'autres niveaux, parce qu'il y a toujours des possibilités avec quelqu'un qui ne va pas partager vos valeurs, de pourtant passer du bon moment, et c'est sûrement la meilleure façon d'avancer, c'est de montrer que les valeurs humaines vont au-delà de certaines convictions, parce qu'elles sont la réalité. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a intéressé. Et la semaine prochaine, je comptais revenir un petit peu plus dans le domaine spirituel en vous parlant de quelque chose que j'ai souvent vu mal interprété. Il s'agit de la crainte de Dieu. Et vous verrez qu'il y a beaucoup à dire parce que... Et c'est un sujet qui, au premier abord, peut rebuter certains d'entre vous, et vous verrez qu'il y a pourtant une grande sagesse qui se cache, et peut-être pas celle que vous imaginez. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine, et comme toujours, je vous souhaite le meilleur.